Ça se comprend. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. On est ensemble jusqu'à 17h pour décortiquer, analyser en profondeur un thème d'actualité aujourd'hui. Les parents de Vincent Lambert qui ont obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Paris. C'était hier soir, il était un peu plus de 23h quand leurs avocats et leurs soutiens ont appris la nouvelle. La suite, ce sont des scènes de liesse qui surprennent, presque dignes d'un match de football. Arthur Lindon. Il est 23h, le téléphone collé à l'oreille. L'un des avocats des parents de Vincent Lambert attend avec impatience la décision de la Cour d'appel de Paris. Massé autour des fontaines du rond-point des Champs-Élysées, la foule explose de joie. Dans l'euphorie, les deux avocats sont portés en triomphe. La juridiction parisienne vient d'ordonner la reprise des traitements et le maintien de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert, 42 ans, tétraplégique dans un état végétatif depuis 2008. Une décision conforme aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. C'est donc une grande victoire. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada. Plus tôt dans la journée, plusieurs centaines de personnes ont pris part à une marche du ministère de la Santé jusqu'aux Champs-Élysées pour réclamer la vie pour Vincent. Derrière ces banderoles, ils s'opposaient à la sédation de Vincent Lambert, débutée le matin même à l'hôpital de Reims. Si la décision n'a rien de définitive, elle est vécue comme une victoire pour ces manifestants. Alors, sur ces scènes de liesse, justement, je vous propose d'écouter la réaction ce matin de Maître Triomphe, qui est l'un des avocats des parents de Vincent Lambert. Il a tenu à s'expliquer, on l'écoute. Les scènes de liesse qu'on nous reproche, ce sont les scènes de joie qui resteront gravées dans nos mémoires d'avocats pour la vie, parce que ceux qui nous reprochent ces scènes de liesse sont ceux qui voulaient assassiner Vincent Lambert. Et aujourd'hui, et hier, nous étions des avocats heureux. Nous étions des avocats fiers de notre travail et nous avons manifesté spontanément cette joie. Alors, ces images, ce mot de remontada vous ont-ils choqué? Que va-t-il se passer maintenant pour Vincent Lambert? Que changent les directives anticipées que nous pouvons tous remplir? Pourquoi autant de recours judiciaires sont possibles dans une telle affaire? On va répondre à ces questions avec mes invités. Laurence Trochu, bonjour. Bonsoir. Vous êtes présidente de Sens Commun. Vous défendez le droit à la vie pour Vincent Lambert. Vous êtes vous-même maman d'un enfant lourdement handicapé. Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes professeur de médecine. Vous aviez déposé une proposition de loi sur l'euthanasie. Vous portez également les débats sur la bioéthique, sur la rénovation de la loi sur la bioéthique. J'accueille aussi Denis Berthiaud. Bonjour, bienvenue. Vous êtes juriste, maître de conférence à l'université Paris-Descartes, spécialiste du droit de la bioéthique, et vous publiez Le Virage bioéthique aux éditions L'Harmattan. Je vais commencer par ce mot de remontada. On peut comprendre la tension qui était très forte des jours, des heures qui ont précédé. Moi, j'avoue que c'est une scène et un mot qui m'a choqué. Autant le dire tout de suite pour lancer le débat. Est-ce que vous y voyez une maladresse, Laurence Trochu? J'y vois surtout le fait que la situation de Vincent Lambert, elle renvoie chacun de nous à sa propre fragilité, à sa propre dépendance. Et si on a pu constater des scènes de liesse, comme on avait pu voir les jours qui précédaient des scènes d'affliction, c'est parce que finalement chacun de nous sait que la situation de Vincent Lambert, ça pourrait être la nôtre, et que la situation de dépendance, elle est inhérente à la condition humaine. Quand on est un petit bébé, quand on est une personne en fin de vie, personne âgée en fin de vie, ou quand on est une personne lourdement handicapée, comme c'est le cas de Vincent Lambert, puisque je rappelle que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, eh bien cette situation de dépendance et la fragilité qui y est associée fait naître des sentiments, de la souffrance aussi. On a pu voir la situation particulière de cette famille au sein de laquelle d'ailleurs il y a des désaccords sur la manière de gérer cette décision. Et donc il y a des mots qui peuvent fuser comme ça, qui sont à la fois C'est le vocabulaire du football, donc on se demande ce que ce vocabulaire fait là. Vous voyez. Exactement, mais loin de moi l'idée de juger, je dirais, les réactions, quelles qu'elles soient, précisément parce que je sais d'expérience à quel point il n'y a pas de mots quand on est confronté à cette souffrance-là à laquelle j'ai été moi-même confronté. Jean-Louis Touraine, sur ce point précis pour commencer, et puis ensuite on va évidemment élargir le débat.
Oui, bon, je ne commente pas les décisions de justice, mais je trouve effectivement désagréable d'entendre que certains voudraient qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus. En fait, il n'y a qu'une souffrance qui dure depuis 11 ans, pour tous. Et j'entends toutes les variétés de souffrance. La mère, parce que je sais à quel point c'est contre nature, quand on est parent, de perdre son enfant, et donc qui peut avoir toutes les tentations de prolonger une survie, aussi faible soit-elle, dans cet état végétatif extrêmement profond et irréversible. Et on conçoit cela, c'est parfaitement logique. Mais aussi la souffrance, peut-être, de Vincent Lambert, parce que personne ne peut dire quel est son niveau de souffrance, et la souffrance, bien sûr, de sa femme, à qui il avait dit qu'il ne souhaitait jamais se retrouver dans un état végétatif prolongé comme ça, et qui demandait à ce que les choses s'arrêtent. Depuis 11 ans, on ne respecte pas sa volonté, et donc il n'y a que des perdants dans cela. Surtout, peut-être même, il y a aussi une souffrance pour la population française, qui voit que il y a des décisions contradictoires, un jour blanc, un jour noir. On va l'évoquer, ça. Et quelle sérénité. De comprendre comment la justice peut être amenée à se prononcer aussi souvent. Vous savez qu'il y a 1700 personnes en état végétatif, pas tout à fait équivalent, chaque cas est particulier. Oui. Mais toutes ces familles pour lesquelles des décisions se poseront, seront prises, des décisions ou seront proposées. Mais les uns vont dire où c'est trop, où c'est pas assez, et puis la justice va se prononcer un jour d'une façon, un autre jour d'une autre. Donc il y a nécessité à ce qu'on mette de la sérénité, et je dirais il faut qu'il y ait des textes qui ne soient plus ambigus. Aujourd'hui, toute la difficulté vient du fait qu'on dit... On va y revenir. Il y a une obstination déraisonnable, mais les gens ne s'entendent pas sur ce que signifie ce terme. Sur ce que signifie obstination déraisonnable. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice, dans cette affaire, depuis des années, est instrumentalisée ? Moi, je crois que c'est une forme d'instrumentalisation. Par les deux camps, je ne prends pas parti en disant ça. Je crois qu'incontestablement, et peut-être que cette manifestation de joie en est la démonstration, en tout cas, il y a une forme d'instrumentalisation de la justice. On voit bien que ce débordement, en réalité, qui est ici placé, qui effectivement frôle pour une part quelque chose qui est peu acceptable par rapport à la situation qui nous est présentée, est bien une forme de manipulation de la justice et une instrumentalisation de la justice. Alors sur ce, on ne peut pas reprocher aux individus d'instrumentaliser la justice. Quand la loi offre cette possibilité, il me semble qu'on peut instrumentaliser la justice. Vous êtes d'accord pour dire que la loi elle est trop ambiguë et elle permet finalement ce qui se passe depuis des années ? Elle permet en tout cas ce qui arrive aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que si on y réfléchit, la loi ne cadre certainement pas assez la procédure qu'elle a voulu mettre au point. Moi, ce qui me choque plus dans les termes que j'ai entendus, c'est le terme d'assassinat qui a été prononcé le lendemain à froid, et non plus dans l'excitation et dans la joie, en réalité, dans lequel peuvent être des hommes de loi. Pourquoi pas ? Mais le lendemain, le terme d'assassinat est effectivement prononcé. Pour un avocat, le terme d'assassinat est extrêmement important. C'est une infraction pénale. Ce n'est pas un terme anodin. Parler d'assassinat, c'est dire qu'il y a une volonté préméditée d'anéantir la vie de quelqu'un. Or, ici, on est très très loin de ça. Alors, Laurence Trochu, j'imagine que ça vous fait réagir. Oui, Est-ce que vous employez ce terme ? J'emploie pas ce terme, mais voyez, vous évoquiez tout à l'heure mon fils qui était avec moi dans la voiture. Je le déposais précisément hier en soins de suite et de réadaptation, comme je le fais tous les lundis. Il est passé par une phase d'état végétatif, étape aussi relationnelle. Les médecins nous avaient dit les yeux dans les yeux. Vous savez, votre enfant ne retrouvera jamais la conscience. La question de l'arrêt des soins s'était posée et nous n'étions absolument pas, son père et moi, dans la logique d'un acharnement thérapeutique déraisonnable, dès lors que précisément il était en fin de vie. Il était dans la situation d'une fin de vie. Or, Vincent Lambert n'est pas en situation de fin de vie. Il est aujourd'hui très lourdement handicapé et donc dépendant. Mais donc le terme assassinat employé par l'un de ses avocats, il était malvenu ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il était malvenu, mais la réaction de mon fils, qui a 14 ans, qui a, je dirais, entendu cela avec ce qu'un enfant peut en comprendre, m'a dit « Maman, s'ils en tuent un aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont l'intention d'en tuer d'autres demain. » C'est comme ça, en tout cas, qu'une personne handicapée, ayant conscience de ce qu'est le handicap au quotidien, l'a ressenti. Et donc, ce qui me semble profondément indigne dans ce débat, c'est de coincer
Vincent Lambert, de le prendre en otage dans une évaluation en fait qui sert des dessins euthanasiques, de le prendre en otage dans ce débat entre fin de vie et handicap, alors que son statut à lui n'est pas celui de la fin de vie. On va aller à Reims pour savoir ce qui se passe en ce moment, mais j'aimerais entendre qui finalement, ce terme ou cette accusation, je ne sais pas, de prise d'otage, tout le monde se la renvoie. Je suis choqué aussi par le terme assassinat. Ouais. Évidemment, je suis choqué. Je pense qu'il y a des abus de langage, comme d'avoir entendu parler à cette occasion de médecins nazis. Oui. Non, ne mélangeons pas les choses. La maman de Vincent Lambert. Assassinat, quand on parle, soit pour des personnes en fin de vie d'une maladie incurable et qui arrivent à son terme et qui demandent simplement à être soulagées d'une agonie, soit dans des cas végétatifs aussi profonds et totalement irréversibles, démontrés par des neurologues. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'assassinat. Ce sont des personnes qui aimeraient vivre si elles le pouvaient, mais elles ne peuvent pas. Anne Baird l'avait très bien dit. J'aime la vie, je voudrais vivre, mais je n'ai pas le choix de vivre. Je n'ai que deux choix. Ou mourir d'une façon pitoyable, intolérable, insupportable, avec une agonie terrible. Et chacun de ceux qui a vu la fin de vie d'une maladie de Charcot, c'est terrible. Soit avoir une mort douce. Bon, maintenant, le cas de Vincent Lambert, comme les autres cas, ce sont des cas qui ont été posés par la médecine moderne. Il y a 50 ans, ça ne se serait jamais posé. On ne l'aurait pas sauvé. Mais la nature, le destin, la divinité, appelez-le comme vous voulez, tout cela l'ont déjà condamné depuis très longtemps. Artificiellement, par une sonde qui l'alimente, par des perfusions, par des soins quotidiens, on arrive à faire survivre. Allez, un mot de réponse de Laurence Trochu. C'est là que docteur, professeur, alors même que votre profession devrait vous amener à plus de subtilité, vous mélangez au niveau du vocabulaire le traitement d'un côté, le soin de l'autre. Vincent Lambert, aujourd'hui, n'est pas traité. C'est un patient qui est autonome au niveau de sa respiration. La loi précise bien que l'alimentation et l'hydratation artificielle sont bien des traitements. La loi, j'entends depuis hier... Vous avez le droit d'avoir des croyances différentes. Ce sont des croyances. La loi s'impose à tous les Français. À tous les Français, quelles que soient leurs convictions. Mais vous voyez bien la graduation des traitements. Une sonde de gastrostomie, moi-même, j'en ai manipulé pendant des mois. C'est un traitement. Un enfant si vous ne préparez pas l'alimentation de façon artificielle, et si vous mettez l'alimentation... C'est de la poudre, comme on mettrait de la poudre dans un biberon d'un bébé. Il se trouve que le législateur en 2016... Les médicaments sont des poudres aussi, madame. Il n'a pas de médicaments. Il se trouve que le législateur en 2016 a précisément... indiquer que l'alimentation et l'hydratation artificielle sont des traitements. Ce point est incontestable d'un point de vue juridique. Après, on peut effectivement en discuter, la question n'est pas là. Mais d'un point de vue juridique, c'est incontestable. Deux choses aussi dans ce que vous avez dit. Je pense que le glissement qui est opéré de la question d'un arrêt de traitement en fin de vie vers la question du handicap en France, je crois que c'est précisément les parents de Vincent Lambert qui le font et les avocats qui l'ont fait. Et la Cour d'appel hier, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est passé à la question qui était, au départ, notre loi est-elle bien appliquée? La loi est-elle une atteinte au droit à la vie? Auquel on a répondu à ces questions. La Cour européenne des droits de l'homme, tout le monde y a répondu en disant la loi était bien appliquée, la loi est conforme au droit à la vie. À une autre question, qui est en réalité, quel est le traitement du handicap en France, qui n'est pas la même question que celle qui est posée aujourd'hui par rapport à Vincent Lambert. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le voir. Par ailleurs, j'entends aussi, et je viens de l'entendre aussi, que la loi Claes-Leonetti s'appliquerait uniquement en fin de vie. La réponse est non. Il n'a jamais été conditionné à la fin de vie le fait d'appliquer cette loi. Cette loi, qui date de 2005, a été faite pour éviter de reproduire la situation qui s'était produite pour Vincent Imbert, cette fois-ci. Vincent Imbert avait demandé à mourir, on le sait, et puis on connaît tout le drame qui s'en est suivi. La loi a été construite pour éviter cette situation. Vincent Imbert n'était pas en fin de vie non plus. C'est bien ça la question. Cette loi n'est pas réservée à la question de la fin de vie. Son fondement, c'est l'obstination déraisonnable. Depuis hier, on l'oublie un tout petit peu. C'est le seul fondement de cette loi, enfin il y a deux fondements à cette loi, l'obstination déraisonnable et puis le respect de la volonté du patient. Je vais vous redonner la parole, Laurence Trochu, promis, mais on va à Reims tout de suite devant le CHU de la ville pour retrouver
Anne Maquignon, que se passe-t-il, que peut-il se passer dans les prochaines heures? On sait que les avocats des parents de Vincent Lambert se sont rendus à l'hôpital ce matin pour constater la reprise des traitements ou des soins. Ont-ils pu le faire d'ailleurs? Eh bien oui, Maître Triomphe et Maître Payot se sont rendus au CHU de Reims à la mi-journée. Ils ont pu voir Vincent Lambert. Ils voulaient aujourd'hui s'assurer que la décision de la Cour d'appel était bien appliquée. La reprise des soins de Vincent Lambert s'est faite rapidement, nous ont-ils expliqué. Aujourd'hui, cet homme de 42 ans est de nouveau alimenté, hydraté. Bien évidemment, c'est une victoire pour les avocats des parents de Vincent Lambert. Mais pour eux, aujourd'hui, le combat doit encore aller plus loin. Ils veulent obtenir le transfert de Vincent Lambert dans une autre unité médicale. C'est ce que nous a expliqué Jérôme Triomphe, l'un des deux avocats des parents de Vincent Lambert. Écoutez. Ils n'ont aujourd'hui plus aucune légitimité à garder Vincent après avoir violé les mesures provisoires qui étaient édictées par le comité pour les droits des personnes handicapées. Notre combat à partir d'aujourd'hui, c'est le transfert de Vincent dans une unité spécialisée où il sera pris de manière bienveillante par des spécialistes et non plus par ce CHU qui n'a fait de lui qu'un mort en sursis pendant ces si longues années. La mère de Vincent Lambert est arrivée au CHU de Reims vers 16h. Elle est accompagnée d'une de ses filles, Anne, la sœur cadette de Vincent Lambert. Toutes les deux estiment que c'est une bonne décision de la Cour d'appel. Elles se disent soulagées aujourd'hui et veulent également le transfert de Vincent Lambert dans une unité spécialisée pour les handicapés. Le but est que Vincent Lambert soit aujourd'hui considéré comme une personne handicapée et non plus comme un légume, que des soins lui soient apportés, des soins qui ne lui sont pas prodigués ici au CHU de Reims, par exemple, que Vincent Lambert puisse sortir de l'établissement ou encore qu'il puisse être mis dans un fauteuil. Plusieurs établissements en France sont, selon la sœur de Vincent Lambert, prêts à accueillir cet homme de 42 ans en état végétatif. Ce sont des établissements en France et ce sont les avocats qui vont faire les démarches, même si pour l'instant rien n'a été décidé. Merci Anne Maquignon en direct de Reims. Merci également à Barthélémy Dodin qui vous accompagne sur place. N'hésitez pas évidemment à nous prévenir si l'un ou l'autre des intervenants de ce dossier prend la parole devant l'hôpital. Ce transfert, ça changerait quoi? Pourquoi il y a cette demande de transfert vers un établissement spécialisé, Laurence Trochu? Parce qu'aujourd'hui, Vincent Lambert est dans une unité médicale dédiée aux cérébro-lésés, mais qui n'est pas adossée en fait à une structure de soins de suite et de réadaptation. Or, le parcours classique, quand on sort justement du coma, eh bien, c'est précisément de rentrer dans ce type de structure. Et toute la question se pose de savoir pourquoi il y a je ne sais pas combien d'années, quand Vincent Lambert est sorti du coma, pourquoi en fait ce parcours-là ne lui a pas été proposé. Et la question reste entière de savoir pourquoi il n'a pas eu, je dirais, ce droit à une prise en charge dans une unité de soins de suite et de réadaptation dans lesquelles il y a de la kinésithérapie, de l'orthophonie, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, etc., qui donnent en fait aux patients, je dirais, la chance de franchir des étapes. Alors peut-être que Vincent, à ce moment-là, aurait atteint un plafond au-delà duquel il n'aurait pas réussi à progresser, mais la chance ne lui a pas été donnée en fait, d'essayer. On va demander au médecin, au professeur de médecine Jean-Louis Touraine, pourquoi qu'est-ce qui prévaut dans la décision d'un médecin, d'un collège d'ailleurs, souvent de médecins, c'est une décision collégiale, de transférer ou pas un patient? C'est d'intention qui est fait à l'équipe médicale de la part des parents de Vincent Lambert qui n'ont plus confiance dans cette équipe. Mais en vérité, je crois qu'ils ont déployé infiniment de patience, de soins, de bienveillance pour le maintenir pendant ces 11 années. Maintenant, il faut être très clair, jeter cette ambiguïté hors du champ de la raison. Il n'y a aucune possibilité, d'aucune nature, pour qu'ils sortent de cet état végétatif profond. Ce n'est pas possible. Végétatif ou aussi relationnel? Végétatif, je dis. L'état de ces neurones, clairement étudié avec les moyens scientifiques modernes, ne permet pas d'imaginer qu'il y aura quoi que ce soit. Donc il faut se résoudre à cette idée. Il ne sortira pas de cet état. Il y restera définitivement jusqu'au moment où s'arrêtera son cœur. Mais il faut s'arrêter de rêver à je ne sais quelle résurgence d'une une renaissance une vie nouvelle qui viendrait sans les neurones qui ont été définitivement endommagés par son état. Donc je crois que ce n'est pas sain de vouloir mélanger cet état
très profonds, irréversibles, avec des états de handicap éventuellement réversibles, où après, on donne des soins de Suisse pour récupérer des fonctions. Il ne récupérera pas de fonctions. Et pourquoi n'en a-t-il pas eu au départ? Et puis, là, il y a quand même une subtilité. Un mot rapide, parce que je voudrais qu'on avance à d'autres thèmes. État végétatif et état possirelationnel. C'est quoi possirelationnel? Possirelationnel, c'est le fait de pouvoir interagir, même très faiblement, avec son environnement. C'est-à-dire, il est un peu prisonnier de son corps, effectivement. Il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger avec ses mains, mais il a un regard. Je peux vous dire que moi qui ai vu la différence de mes propres yeux entre un patient en état végétatif et un patient en état possirelationnel, que quelqu'un soit capable de suivre du regard, de pleurer, on a vu sur les vidéos qui ont circulé, je suis désolée, mais là, il faut quand même vraiment se poser la question de cet avis très tranché que vous donnez là, d'un état végétatif, entre guillemets, pur, dont on sait bien qu'il peut être alterné par du possirelationnel. Je crois qu'il y a des médecins qui ont rapidement, on a beaucoup de thèmes. Je voudrais juste revenir. Ils ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres, d'ailleurs. Juste revenir sur un point, et très rapidement. Je crois qu'on grille totalement les étapes. Parce qu'en réalité, ce qu'a dit la Cour d'appel hier, c'est pas du tout que Vincent Lambert n'était pas dans un état d'obstination déraisonnable. On mélange tout. Ce qu'a dit la Cour d'appel hier, c'est simplement on arrête, on prend une mesure conservatoire, on arrête. Parce qu'il y a eu cette décision du comité de l'ONU sur les personnes handicapées. Elle n'a pas tranché. D'accord. Aujourd'hui, on veut trancher, une fois de plus. Très bien. Alors je voudrais qu'on évoque cette question des directives anticipées qu'on peut tous remplir et qui est finalement au cœur de ce débat, de cette affaire. Depuis ce matin, sur le site de CNews, cnews.fr, on vous pose la question, est-ce que vous avez rempli vos directives anticipées? Vous êtes pour l'instant 17% à répondre positivement. C'est plus que le chiffre national que j'entendais tout à l'heure, qui est autour de 13%. C'était 11% il y a quelques années et officiellement on est à 13% aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Est-ce qu'il faut aller chez un notaire? Est-ce qu'on peut faire ça sur papier libre? Comment ça marche, ces directives? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. En même temps, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est très simple en théorie. En fin de compte, on peut très bien rédiger des directives anticipées. Il y a des modèles qui sont fournis, modèles qui ont été publiés plus ou moins officiels. Il faut détailler, il faut dire si je suis dans tel état, je demande à... C'est là où ça devient complexe. Ce n'est pas tellement la forme qui est compliquée, il faut l'écrire. Bon, ça, c'est une chose évidente. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans. C'est ça qui est extrêmement compliqué. Et en fin de compte, les gens ont une difficulté autour de cette question-là. C'est vrai que la plupart du temps, ils nous disent on ne veut pas d'obstination déraisonnable. Mais qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable? Vous voyez, quand est-ce que va se traduire l'obstination déraisonnable? Et donc, c'est là où se situe la difficulté. Normalement, c'est très médical. C'est-à-dire que normalement, on doit dire voilà, je ne veux pas telle chose, je ne veux pas telle chose. Mais quand est-ce qu'un patient sait qu'il va avoir telle action médicale? Et donc, au final, professeur Touraine, ça va revenir quand même dans la main des... Même si on a rempli une directive anticipée, ça reviendra dans la main des médecins. Il y a plusieurs faiblesses. D'abord, c'est difficile de tout prévoir, toutes les éventualités. Mais ensuite, effectivement, comme cela vient d'être dit, il y a la rédaction de quelque chose qui n'est en plus pas enregistré dans un fichier national. Donc il y a des associations, il y a des personnes qui recueillent ça. On peut avoir un papier blanc sur soi, mais la sécurité pour que ça soit vu au moment opportun est imparfaite. Et puis enfin, il y a une grande faiblesse, ce sont les textes eux-mêmes qui disent elles seront appliquées, sauf si elles ne sont pas manifestement inapproprié. Je ne sais pas si vous avez une définition précise, rigoureuse de ce qui est... Parce que donc vous dites qu'il faut changer la loi aujourd'hui, très clairement. Il ne faut pas la changer, il faut la compléter. Il faut enlever les ambiguïtés, le flou, parce que ça va être à nouveau des questions de débat. Comme l'obstination déraisonnable est interprétée différemment, le manifestement inapproprié, vous aurez un médecin qui dit « mais cette personne, elle veut une aide active à mourir », et telle autre personne va dire « ah, mais ça, c'est manifestement inapproprié. » La seule chose qui est inappropriée en droit français, c'est ce qui n'est pas légal. Donc, ce n'est pas la peine d'ergoter, ce n'est pas l'interprétation d'un médecin, d'une équipe, d'un juriste. C'est simplement, est-ce que la demande du patient rentre dans le cadre de la loi? Si quelqu'un demande quelque chose d'illégal, bien sûr, ça ne sera pas fait. Mais s'il demande quelque chose qui rentre dans le cadre de la loi, ça devrait être opposable, ça devrait s'imposer.
Le temps file vite parce que ce rôle débat est du passionnant. politique, Alors, là, un mot là-dessus. c'est- Ensuite, voilà. je voudrais qu'on parle des recours. Pourquoi il y a autant de procédures? Ce Allez-y, qui est répondez. questionné aussi, c'est le rôle du politique. Qu'est-ce qu'on attend d'un politique? Moi, ma conception, en tout cas celle qui est portée chez Sens Commun, du politique, c'est de considérer que le politique, il est au service des plus faibles, il est au service des plus fragiles. Et là, encore une fois, en brouillant les cartes entre fin de vie et handicap, la question qu'on évite de poser, au-delà des textes eux-mêmes, c'est finalement quelle place on veut faire dans la société aujourd'hui pour les personnes qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas, qui sont dépendantes. Quelle place on va faire et qu'est-ce qu'on va envisager pour elles. Et c'est là qu'on rejoint la situation de Vincent Lambert, parce que effectivement, ce qui a été dit, ce n'est pas que définitivement la situation de Vincent Lambert doit être maintenue en l'état. C'est qu'est-ce qu'on va faire dans ces 6 mois au cours desquels l'ONU va examiner plus profondément le dossier et qu'est-ce qu'on va lui donner comme chance pour que ce dossier avance et que sa situation soit examinée. Un mot de réponse, Jean-Luc Touraine, Nous rapide, serions 30 bien au secondes. service du plus faible si nous écoutions sa volonté. Sa volonté n'a pas été clairement a été exprimée à sa femme. Je vous dis, madame, que quand il s'agit de prélèvement d'organes, il suffit que la femme nous dise « Mon mari a indiqué qu'il était d'accord ou pas d'accord pour les prélèvements d'organes » et la personne a simplement à rédiger. Donc, si madame Lambert écrit un document disant « Mon mari » C'est pas la seule, c'est pas la seule à avoir entendu d'ailleurs. Hein. Oui, entendu, mais pas écrit. Non, mais ça suffit, la parole. Personne n'a contesté ces témoignages. Non. Il y a une dernière question. Donc je crois que si on je est vais au vous service interrompre. du plus faible, on est au service du malade lui-même. J'ai une dernière question, je l'avais posée en début de débat, je voudrais que vous puissiez y répondre. Quelque chose que j'ai du mal à comprendre, pourquoi il y a eu autant de recours devant différentes juridictions? Il n'y a pas une juridiction dont la décision surplombe tout et dit, maintenant, cette affaire est terminée, la décision est prise. Parce que, sans aucun doute, la loi est mal faite sur ce plan-là. En tout cas, un des points où elle est mal faite. La loi, fondée sur l'obstination déraisonnable, a bien prévu qu'on puisse arrêter les traitements, mais d'un côté procédural, elle a oublié un certain nombre de choses, et en particulier de pouvoir cadrer une procédure qui soit une procédure stricte, une procédure pour laquelle on a peu de contestation. Aujourd'hui, le problème, c'est que, au fond, l'embroglio judiciaire fait qu'à un moment ou un autre, toutes les actions sont possibles. Un exemple juste extrêmement rapide. Rapidement. Extrêmement rapide. Les premières décisions ont dit il y a bien une obstination déraisonnable. On aurait pu se dire on ne commence pas une procédure collégiale. Eh bien si, on a recommencé une procédure collégiale dans la suite, ce qui a entraîné de nouveaux recours. Donc tout ça doit être aménagé. Deuxièmement, on doit se positionner une bonne fois pour toutes. Est-ce que la décision est médicale ou est-ce que la décision est judiciaire ? Pour moi, la décision ne doit pas être judiciaire ici. La décision doit rester médicale. Hier, il y a eu une spoliation de la décision médicale. On termine là-dessus. Merci à tous les trois. Débat passionnant. Ce qu'il faut en retenir, la Cour d'appel de Paris, je vous le rappelle, a donc ordonné hier soir la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. La mère de Vincent Lambert a salué, je la cite, une très grande victoire, tandis que son neveu, qui est favorable à l'arrêt des traitements, a dénoncé, et je le cite également, du sadisme pur. Les parents de Vincent Lambert, vous avez entendu l'un des avocats, demandent que leur fils quitte le CHU de Reims pour être transféré dans une unité spécialisée. Et puis on a évoqué évidemment longuement cette loi Claes-Leonetti sur l'euthanasie. Dans un récent sondage réalisé par l'Institut Ipsos, vous le voyez, 96% des Français se déclarent en faveur de la légalisation de l'euthanasie. Voilà pour ce débat. On passe aux chroniques de Ça se comprend, les indiscrets politiques avec Damien Fleureau. Bonjour Damien. Bonjour Thomas. Et tout de suite l'Infox de Thomas Goussard. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Et donc notre série d'Infox sur les élections européennes jusqu'à la fin de cette semaine. On revient sur ces mesures mises en place par Facebook justement pour protéger l'intégrité de ces élections. Expliquez-nous. Alors vous savez qu'il y a plusieurs élections dont on suppose qu'elles ont été influencées par des fausses informations et donc la Facebook a mis en place des mesures spécifiques pour les élections européennes dans toute l'Europe et ils ont communiqué dessus, hein. Ils ont beaucoup communiqué avec les médias, avec les journalistes, c'était un petit peu nouveau et ils ont aussi communiqué auprès du grand public, ça c'était quand même très nouveau. Ils ont fait toute une série de posts sur Facebook assez pédagogiques pour expliquer quelles étaient toutes ces mesures, ils les ont même postés sur Twitter, c'est pour vous dire. Donc c'est principalement 3 mesures phares. La première dont on avait parlé, la transparence de la publicité politique. Oui. C'est un petit peu compliqué
communiquer, on va oublier le mot publicité, on va dire sponsorisation. Vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux et vous payez pour que ce soit plus affiché auprès du plus grand. Vous pouvez mettre votre chat et vous payez, il y aura 1 million de gens qui vont voir votre chat. Si c'est de la politique, ça va apparaître, c'est ça ? Dans le cas de la campagne, Facebook considère que tout message à caractère politique ou qui traite d'un thème qui peut être débattu dans les débats, l'immigration, le pouvoir d'achat, c'est une publicité politique pendant cette période-là. Et là, pour pouvoir sponsoriser, il faut décliner son identité, ça sera public et on saura qui a dépensé quoi. Donc ça évite que des partis politiques aient recours à une société extérieure pour faire une campagne de désinformation en mettant un petit budget. La deuxième chose, c'est la suppression des faux comptes. Facebook a supprimé plus d'1,5 milliard de comptes l'année dernière. C'est beaucoup des faux comptes qui véhiculent des fausses informations. Et là, l'avantage, c'est que ceux qui avaient un budget pour faire une campagne sponsorisée, qui ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas non plus payer pour avoir plein de faux comptes qui diffuseraient leurs fausses informations. Et plus vraiment sur les Infox, vous avez le partenariat qu'ils ont passé avec 21 fact-checkers, des vérificateurs de plusieurs médias européens. Pour la France, c'est l'AFP, Le Monde, Libé, 20 minutes, France 24. Et ces médias, ces journalistes vont repérer les fausses infos et ils les signalent à Facebook. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous en avez déjà parlé de cette mesure, mais vous avez un indiscret numérique sur le sort que Facebook réserve à ses Infox. Oui, parce que Facebook n'avait pas trop communiqué exactement sur ce qu'il en faisait. Il voulait attendre un petit peu le dernier moment. Donc ils en parlent aux journalistes, mais voilà, on voulait vraiment que ça ait son effet. On comprend pourquoi. Si une info est déclarée fausse par un fact-checker certifié, Facebook va réduire son affichage de 80%. Donc même si ça marche bien, même si c'est partagé, ça ne remonte pas dans le haut de votre fil, ça descend tout en bas, c'est un petit peu caché. Si elle est partagée, si vous partagez un lien d'un article faux ou un post Facebook faux, vous recevez à ce moment-là un petit message qui dit « Attention, vous êtes en train de partager une fausse information ». Si vous avez partagé une fausse information et que les vérificateurs s'en rendent compte la semaine d'après, vous recevez une notification qui vous dit « La semaine dernière, vous avez partagé une fausse information ». Donc, elle est ralentie, cette fausse information, elle n'est pas supprimée, parce que, l'utilisateur, si vous lui supprimez son post, il s'en rend compte et il pourrait être tenté, via un autre faux compte, de la republier. Et surtout, ça permet d'être conforme au niveau de Facebook à sa charte, c'est-à-dire qu'il prône une liberté d'expression. Vous avez le droit sur Facebook de penser que la Terre est plate, vous avez le droit de partager l'information comme quoi la Terre est plate. Ça ne va pas beaucoup tourner parce que Facebook va réduire l'infox de 80%. Et ça, c'est un chiffre qu'on apprend grâce à vous. Merci beaucoup Thomas Goussard. Les indiscrets politiques, on va sortir nos téléphones, vous allez voir. Parce que Damien, la campagne des européennes ne se fait pas uniquement sur les marchés, lors des meetings. Il y a des listes qui pratiquent le démarchage par téléphone ou par email, et notamment la liste du parti de Jean-Luc Mélenchon. Oui, effectivement, le parti, la France Insoumise. Vous avez d'ailleurs peut-être reçu un message de Jean-Luc Mélenchon lui-même sur votre téléphone portable. Non, mais bon. Non, moi non plus. Et si cela vous arrive, Jean-Luc Mélenchon vous propose et va vous expliquer pourquoi il faut voter en faveur de Manon Aubry en appuyant sur la touche 1 de votre téléphone pour écouter son message. On va l'écouter. Merci de m'écouter. Voilà pourquoi je vous propose de voter pour la liste de Manon Aubry. Depuis 2 ans, Macron privilégie les riches, comme avec la suppression de l'impôt sur la fortune. Et le peuple paye ses cadeaux avec la baisse des APL et des retraites, la hausse de la CSG et des taxes et surtout les fermetures de services publics. Hôpitaux, écoles, maternités, gares, tout y passe. Cette élection, le 26 mai, est l'occasion de punir cette politique. Voilà, rien de très nouveau dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, mais une parole qui du coup peut atteindre les électeurs, ou chez vous, ou à votre travail, en fonction de l'heure de l'appel. Rien de nouveau non plus, puisqu'en fait, les équipes d'Emmanuel Macron, lors de la présidentielle dernière, avaient déjà utilisé cet outil dans le cadre de la campagne électorale. C'est très contrôlé par la Commission nationale des libertés. Certains s'en étonnent, comment mon numéro de téléphone s'est retrouvé dans les mains de la France Insoumise. Et bien souvent, en fait, et on l'oublie parfois, on laisse un numéro de téléphone sur un site internet et les fichiers sont revendus. On a cliqué un peu trop rapidement sur la case OK, oui. Et voilà. Et le fichier ensuite est revendu et cédé. Chez les Républicains, on utilise aussi l'outil, le téléphone, mais c'est à un niveau des fédérations, et ce sont des militants qui ont sollicité les numéros de téléphone des électeurs, qui rappellent simplement
que dimanche, il faut aller voter plutôt pour la liste de François-Xavier Bellamy pour ce qui concerne le Parti des Républicains. Alors, il y a, vous le savez, 34 listes déposées pour ces élections européennes. Ça fait beaucoup trop pour les grosses écuries partisanes qui réfléchissent comment limiter le nombre de candidatures. Oui, et notamment Jean-Christophe Lagarde. Il est en colère. Il faut dire qu'il est en mauvaise posture dans cette élection. Dans les sondages, ça ne décolle pas beaucoup, 1,5 selon notre dernière étude Eurorolling. Il est au même niveau que le parti animaliste qui a mis un chien sur son affiche officielle de campagne. Donc ça l'agace un peu, le patron de l'UDI. Lui, il veut tout simplement s'inspirer des règles qui sont mises en place pour l'élection présidentielle pour faire un filtre parmi les candidats. Il faut tout simplement réunir des signatures de parlementaires, d'élus locaux, 500 pour la présidentielle. Lui propose peut-être un peu moins de signatures d'élus, mais mettre peut-être des parrainages de citoyens. Ça permettrait de faire un filtre. Et il propose pour cela de modifier la loi électorale. Les grands partis qui sont majoritaires, bien sûr, à l'Assemblée nationale et au Sénat, pourraient être d'accord sur ce point. Merci beaucoup Damien Fleureau pour les indiscrets politiques. Tout de suite, ça se dispute, notre duel d'éditorialistes le mardi. C'est Elisabeth Lévy face à Catherine Tricot. À tout de suite.